Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille, le format court de course épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. Et j'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de course épique. C'est un format supplémentaire qui va nous permettre d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute! Salut Arthur, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode Pastille, le format court de course épique. Bienvenue. Salut Guillaume. Très heureux d'échanger avec toi. On avait échangé il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. C'était en mars 2023. C'était l'épisode 109 de Course épique, de Plus Belle, qui était un épisode qui revenait sur ton échappée belle 2020. L'une des rares courses qui à l'époque avait survécu aux annulations en pagaille du Covid. Et puis qui s'était un peu inscrit dans un moment un peu charnière pour toi de ton parcours. Tu sortais de deux désillusions sur la TDS, la Diag, et puis tu étais en train de remettre en place pas mal de choses, avec notamment la notion de plaisir qui était un peu au cœur de ton objectif du moment que tu avais pleinement réalisé sur cette course. Voilà, je te suis évidemment de près depuis. Ça faisait un petit moment que j'avais envie qu'on échange, et puis de prendre de tes nouvelles, et puis d'en donner aussi à nos auditeurs qui te suivent avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup de retours sur toi et puis sur cet épisode. Donc je suis très content qu'on ait ce temps d'échange aujourd'hui. On va revenir ensemble sur ton année 2023, une année qui a été faste et accomplie, tu vas nous la raconter. Et puis on va parler aussi des projets pour cette nouvelle année. On est en janvier 2024, c'est un peu le moment de faire le point aussi sur les perspectives et sur ce qu'on peut se souhaiter pour l'année 2024. T'es partant pour tout ça? Avec plaisir, non, ça va être chouette. Je me souviens quand on avait parlé de cette échappée belle la dernière fois, c'était un bon moment de rétrospective et j'avais beaucoup apprécié. Bah, moi aussi, en tout cas, tant mieux. Arthur, on va commencer avec une petite question un peu déconne. Tu connais le podcast. On enregistre cet épisode le 25 janvier qui marque pile poil aujourd'hui, je ne le savais pas, j'ai découvert. C'est le 100e anniversaire jour pour jour de l'ouverture des premiers JO d'hiver à Chamonix. Voilà, je ne sais pas si tu le savais. Eh ben non. Cette année-là, il y avait 16 nations qui étaient présentes pour ces premiers JO d'hiver avec 258 athlètes, dont seulement 13 femmes et un total de 16 nations. Et il y avait 16 épreuves à l'époque sur ces Jeux Olympiques avec notamment le patinage artistique, le patinage de vitesse, le curling, le bobsleigh, le ski de fond ou encore le hockey sur glace. Il y avait une épreuve cependant qui avait un nom un peu plus énigmatique que les autres, qui s'appelait patrouille militaire. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être le sport plus moderne et plus connu aujourd'hui qui lui ressemble et auquel il pourrait s'apparenter? Ah, alors bah comme ça, je te dirais le ski de randonnée, le ski alpinisme. Mais, Le côté mais militaire, ouais. Non? Ah, le biathlon. exactement, absolument, c'est Bien, une bien, bonne oui. réponse. Ouais, la patrouille militaire, donc c'était une épreuve qui combinait les deux skis de fond et tir au fusil. Voilà, à l'époque, ça s'est couru sur une distance de 30 km avec un dénivelé de 785 mètres. La France y signa une très prometteuse troisième place sur 6 nations. Voilà, on jaugera si c'est bien ou pas bien. Peut-être annonciatrice en tout cas des succès à venir de Martin Fourcade, notamment 90 ans plus tard. Et pour la petite anecdote, tu as parlé de ski de fond. L'épreuve de ski de fond, elle faisait 50 bornes et elle était tellement éprouvante que seulement 2 des 18 participants ont réussi à la terminer. Voilà. Ils avaient peut-être mis la barre un peu haut ou en tout cas un peu trop loin peut-être pour cette première. C'était des ultra-trailers qui avaient fait les épreuves, non? Ouais, exactement. Bon, trêve de plaisanterie. Arthur, je vais te demander un exercice habituel du podcast. Je vais le faire de façon un peu différente de d'habitude. Je voudrais que tu me parles de 3 dates majeures de ta vie. 3 moments marquants. Je laisse libre cours au perso, au sportif, à ce que tu veux. Mais voilà, 3 dates là, qui te viendraient pour te raconter. Puis on va ensuite rentrer un peu plus dans le détail de ton parcours sportif. Mais voilà, peut-être 3 moments symboliques de ta vie. La première, je vais te dire, ça va tout tourner autour du sport, mais pas forcément du sport en compétition. Le premier dont je me souviens qui est marquant, c'est le 14 juillet 2000. Pour te dire, j'ai un petit caillou chez moi marqué de cette date. En fait, c'est la première fois, j'avais donc 6 ans et demi, où j'ai réussi à atteindre le sommet du Taillefer. C'est un sommet en Beldon qui me faisait rêver quand j'étais petit, parce que mes parents, j'entendais tout le temps. Tous les étés, on va faire le Taillefer, on ramène du génépi. Et pour moi, c'était l'expédition, tu vois, qu'ils faisaient avec leurs amis. Ils faisaient ça en une journée complète. Et j'avais dit à mon père, moi, je veux y aller avec vous. Il m'avait Pour le dit, jeune bah, on épi. va s'entraîner. Voilà, ouais, c'est ça. J'avais déjà compris, tu vois. Non, donc je m'étais entraîné à marcher avec un sac à dos, tout ça. Et le 14 juillet 2000, j'avais fait l'aller-retour. Donc je crois que j'avais mis, il faudrait lui redemander, mais 11 heures aller-retour. Ok. T'as une idée du dénivelé? Ah oui, oui, faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a 1200 ou 1500 mètres de dénivelé d'un coup. Ouais, costaud, ouais. Euh, À 6 ans. ouais, ouais, et à 6 ans, c'était une belle réussite. Ça m'avait vraiment, tu vois, procuré quelque chose en moi de hyper gratifiant. J'étais très, très content de moi, juste de moi, quoi. Donc voilà, cette date-là, elle a été marquante.
Mais après, j'aimais pas forcément courir, donc tu vois, ça a pas été l'élément déclencheur de à 7 ans, me dire, «Je vais faire ça, mais en courant». Ta première Mais en tout réalisation, cas, ça a ça été m'a voilà, ton premier exactement. accomplissement. Mmh. Et après, deuxième date, ça va paraître, simple, mais c'est la première vraie victoire que j'ai eue sur un trail long. C'était le trail des Passerelles du Monténard Mmh. en 2016, si je dis pas de bêtises, parce que moi et les dates, c'est un peu compliqué, tu vois? C'est comme les temps de course, je sais jamais exactement. Mais je crois que c'est 2016 où je gagne le 65 kilomètres en m'entraînant pas très bien parce que l'été, bah, quand on est étudiant, on bosse. Mais je me retrouve devant, je gagne et là, en fait, je me dis qu'en effet, peut-être que j'ai pas des oui, si, des capacités, tu vois? Un bagage un peu de gamin, avec, les os solides, le fait d'être tout le temps en montagne, bah, ça amène une aisance sur les parcours. Et là, je me dis, sur cette course, si tu te donnes vraiment et que tu te consacres pleinement dans ce sport, tu peux peut-être, bah, prendre énormément de plaisir et en plus, jouer, sur le devant de la scène, ce qui, bah, ça procure toujours des super sensations. Tu vois, faut pas se le cacher, l'ego est mis en avant et c'est super. Ça, c'était la deuxième date. Puis la troisième, je pense que c'est quand même, l'aller-retour que j'ai réussi à faire au Mont Blanc, le défi La Rosière-Mont Blanc-La Rosière Mmh. en 2019 pendant le covid pareil, enfin c'était juste avant d'ailleurs, qu'on a fait avec mon ancien coach et ami, Fabien Tolinos et là, c'était vraiment quelque chose de partagé, c'était pas, du domaine de la compétition du tout. On était un peu un duo, et puis on est parti au milieu de la nuit pour aller faire le sommet, le toit de l'Europe, revenir dans la même journée et là, on a vécu quelque chose d'assez inoubliable que j'ai envie de revivre d'ailleurs. Tu vois? J'ai d'autres projets, en tête qui sont un peu, bah, différents, mais un peu dans le Même même esprit, domaine ouais. quoi, de faire, voilà, le plus rapidement possible quelque chose de très long, mais où il y a un sens, tu vois? C'est pas juste, tenter de traverser, la France parce que, c'est fun. Certains vont avoir un sens là-dedans, moi j'en aurais pas, donc j'ai envie de trouver quelque chose qui a du sens. Voilà les Et 3 qui serait dates. un projet partagé aussi? Là, le prochain que j'aimerais faire, ce serait pas partager de bout en bout. J'aimerais plus, être accompagné, tu vois? Comme, par exemple, Lambert sur son GR20. C'est son projet, par contre, sans tous les autres autour et ses potes, Ça tient pas. il aurait jamais pu le faire, Mmh. voilà. Donc finalement, c'est partagé, mais Mmh pas mh. en duo. Très belle date en tout cas. Bravo, ça pave bien ton parcours de vie. On va parler plus particulièrement de sport, Arthur, que ce soit dans ta pratique plus personnelle depuis l'enfance, ton cursus d'études aussi, où le sport a été assez central jusqu'à en arriver au trail running à haut niveau d'aujourd'hui. Donc voilà, tu peux prendre ton temps, il y a pas mal de choses à dire, mais est-ce que tu peux nous raconter depuis tes débuts à ski alpin, ton envie d'être tout le temps dehors jusqu'à tes études, les STAPS, jusqu'à ce qui nous mène aujourd'hui au plus haut niveau en trail? Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs un peu tout ton parcours de vie et tout ton cheminement? Ouais, bien sûr, tu pas à me dire si je suis trop long parce que On a trois quarts d'heure, c'est parti. ah bon, ça va. En gros, pour faire, assez simple, j'ai commencé, l'activité je dis pas le sport parce que c'était plus de l'activité, outdoor, à 2 ans, je crois que j'étais déjà sur les skis. Donc, voilà, j'ai commencé, comme tu dis, par le ski alpin avec mes parents. En gros, c'était ski alpin, tous les week-ends et quand il y avait pas assez de neige ou plus assez de neige, c'était de la randonnée à raquettes. Donc ça, c'était vraiment pour l'hiver. Bah, ma passion, c'était clairement le ski alpin, hein. Moi, je me voyais, petit, je voulais déjà faire du club, je voulais vraiment faire les compétitions de descente, tu vois? J'adorais ça. J'aimais pas tellement l'effort, physique à proprement parler, tu vois? De monter, par exemple. Je pense jamais dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien, en fait, ne pas prendre les remontées mécaniques», tu vois? Mmh. Pour moi, c'était, c'était la glisse. Voilà, j'aimais l'activité, j'aimais être dehors, mais j'aimais pas forcément, l'effort, tu vois? La sensation d'effort pour moi, c'était plus, comme une douleur, pas forcément de notion de plaisir dans l'effort physique, éreintant. Donc voilà, j'ai commencé par le ski alpin, la raquette. L'été, on faisait beaucoup de randonnées, tu vois? Jusqu'à mes, 12-13 ans. Tous les week-ends d'été, on faisait une randonnée dans un des 4 massifs autour de Grenoble, mes parents habitant, au pied du Vercors. Donc on en a fait, un nombre incalculable, dormi dans des refuges, avec les amis, tu vois? Faire des feux de camp, voir les chevreuils, les bouquetins, les chamois et petit à petit, je pense que je me suis un peu bâti, en tant que personne en montagne. Je me voyais, très bien dans ce milieu, mais il fallait que j'y retourne très souvent pour, peut-être, me raccrocher à ça et j'ai toujours gardé ce lien et en grandissant, forcément là, bah, j'ai plus pris goût à la compétition, à l'effort, personnel.
Donc tu vois, petit à petit, je pense que c'est venu l'idée de: «Ah bah, au lieu de faire de la randonnée avec le sac à dos, le sandwich, eh bah, je dis à un copain: "Tiens, demain ça te dit, on fait ce sommet mais bah, on y va en basket"?» Et finalement, je me souviens qu'arrivé au lycée, j'étais en seconde, là, on peut dire que j'ai commencé le trail, mais pour moi, c'était pas tellement du trail, tu vois? C'était La courir, continuité, ouais, pour toi. voilà, ouais, Mmh. courir, tranquillement en montagne avec un pote et j'y allais le week-end et c'est là que j'ai vu sur YouTube, ah mais en fait, beh, il y en a, ils en font en compétition, c'est un sport. On a commencé à se passionner à ce sport avec, un de mes amis d'enfance et c'est vraiment venu lycée, avant que j'arrive en STAPS. Donc tu vois, je fais le lycée, je commence à courir un peu, à faire plein de sports en même temps. Je faisais du tennis, du rugby, du foot. Enfin en Les Jeux 3-4 ans, olympiques j'ai et toi fait tout tout seul. ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai en continuant le ski alpin parce au lycée, j'étais pas en classe sport, mais c'est un lycée où il y a quand même des aménagements et j'ai pu faire les championnats de France de ski, cross en descente. Donc j'avais gardé quand même, l'hiver, les pieds dans les chaussures de ski, hein. Tu m'avais dit à Heu, l'époque, je me souviens dans notre échange, que tu avais presque plus de facilité sur le ski qu'en course à oui, pied, qu'en termes de performance naturelle, etc., avec tes capacités, que finalement le ski, tu performais mieux. En tout cas, ça a ouais. peut-être évolué depuis, mais à l'époque, tu m'avais dit ça. Bah, non, je le pense toujours encore, hein, ceux de ma famille, ils me disent tout le temps, «C'est marrant parce que quand on te voit skier, on voit que tu skis presque mieux que tu cours» et en fait, les gens, ne le savent pas, mais c'est marrant parce que c'est vrai que sur les résultats de compétition de ski alpinisme, je suis bien moins performant qu'en trail parce que je m'entraîne pas spécifiquement, c'est un sport ultra technique en compétition avec les manipulations, avec, tu vois, le matériel qu'il faut gérer à 100 et moi, c'est un peu ma décharge mentale l'hiver, de me dire: «Je fais le sport, dans lequel je suis presque né, mais sans aucune pression et c'est que du plaisir». Je fais une coupe de France, je finis 20e, mais je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais physiquement et en descente, j'ai rattrapé, à chaque fois des gars. Je suis juste content quoi, voilà et puis je sais que devant c'est des monstres, donc c'est Pas de super regret, chouette. ouais. Hmm. Ouais, mais ouais, ouais, j'ai toujours gardé le ski. Donc voilà, je pars en STAPS, je décide d'aller faire sport-études parce que c'est vrai que je voyais que physiquement, j'avais toujours des super notes en sport, que c'était quand même ma passion d'être en montagne. Mais loin de là de me dire, que j'allais, en tout cas vivre de ma passion, c'est-à-dire athlète, tu vois? À cette époque, C'était plutôt quoi, moi je la voulais être prof. transmission? Ouais, c'est ça, tu voulais transmettre à Oui, d'autres. ouais, c'est ça, je voulais être prof de sport, prof de PS ou entraîneur, je savais pas, mais je voulais vraiment, être dans ce milieu. Donc, de fil en aiguille, je me retrouve en sport-études, enfin en STAPS, à passer le concours de prof de PS et puis, ben, après, on arrive vite en 2016 justement où, tu vois, je remporte mes premières compétitions de trail un peu long et où je me dis: «Quand même, ce serait dommage de passer à côté de peut-être quelque chose qui te rendrait mais complètement, vivant» et si tu pars à Paris, il y a quand même de grandes chances que l'ultra trail, en tout cas, tu mettes une croix dessus pendant 4-5 ans. Qui te dit que dans 4-5 ans, tu auras pas d'autres projets, peut-être beaux aussi, hein, mais je voulais vraiment pas, lâcher ça sur le moment. Donc j'ai un peu changé de voie, tu vois? Pour rester dans la région ou en tout cas dans les montagnes. Pareil, il y a eu d'autres changements, c'est qu'ensuite je me suis dit: «Bah, quitte à être en montagne, je vais faire, le concours de sous-officier de gendarmerie pour intégrer peut-être le PGHM». Secouristes en haute montagne, Mhm. sachant qu'ils ont un niveau en ski alpinisme, en escalade, dingue. Donc j'ai fait, pareil tout le chemin pour, hein. J'ai repassé les concours, les 9 mois d'école pendant le covid Pas et en simple. fin de compte, alors c'est la loi de la vie, hein, mais je suis pas tombé au bon endroit, en unité de gendarmerie. On m'a pas permis, de m'épanouir, de réussir à passer les diplômes pour aller au PGHM. Mais un mal pour un bien parce que c'est l'année où je fais troisième de la TDS, l'année d'après, top 10 2021, ouais. UTMB, Mhm. voilà et ce qui m'a permis d'ouvrir des portes, bah, toucher du doigt un de mes rêves que j'avais jamais finalement sorti de ma tête, de vivre de, vraiment la passion du sport, mais de mon sport, tu vois? De ma pratique personnelle. J'ai très peu dit à mon entourage. On va dire que depuis 2018, dans un coin de ma tête, il y avait toujours, sur chaque entraînement: «Donne-toi à fond parce que au moins tu ne regretteras jamais si tu arrives pas à devenir, athlète professionnel. Mais par contre, toi, personnellement, crois-y
Enfin, vraiment, crois fort en ça, parce que si tu y crois pas, tu vas pas te donner assez et tu y arriveras jamais. Tu as eu des moments de découragement là dans cette quête au long cours et un peu incertaine? Oui, quand même, oui, oui. Quand tu vois, tu travailles quand même, tu fais des nuits de boulot. Même en école militaire, j'avais plus le droit de courir, donc j'y allais en cachette entre 4h15 et 5h15 du matin, tous les matins. Il y a des matins où tu te dis pourquoi je fais ça, ça sert à rien. De toute façon, on m'interdit. Tu vois, c'est plus les barrières qu'on te place alors que toi, t'as rien demandé. Tu veux juste être libre et en fait faire bah, ce que tu as envie de faire, en plus de ce que tu dois faire la journée. Mais quand on t'interdit les choses, ça te décourage parce que tu plus le choix, quoi. Donc moi, j'ai un peu forcé les barrières et c'est aussi, je trouve, une très belle source de motivation, tu vois, pour tout le monde. C'est que parfois, je veux dire, il y a peu de gens qui sortent de chez papa et maman, qui ont pas de travail et qui deviennent pros. Ça, c'est un peu, il y en a, mais très peu. On passe quasi tous par la case, on a un travail à 40 heures par semaine, un logement, toute la paperasse à faire, plus s'entraîner. Mmh. Et c'est ça, tu vois, ce déclic que les sportifs professionnels actuels, ils ont, de s'être pas découragés à ce moment-là, tu vois, d'y avoir cru. Et c'est vrai que le double projet est de plus en plus encouragé justement par les équipes qui comprennent que l'accomplissement perso, s'il passe aussi par ça, par la réalisation d'un double projet, mais qu'il laisse suffisamment de place pour l'accomplissement sportif, que c'est bien que les deux puissent coexister et que c'est pas incompatible et qu'il faut bien juste périmétrer chacun des deux pour se donner les meilleures chances de résultat et puis à côté de ça avoir une bonne assise, quoi, un bon socle global personnel. Ouais, exactement. Après, tu as des milieux, c'est vrai, qui le permettent. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que, en effet, comme tu dis, double projet, c'est bien aussi pour des personnes qui auraient tendance à stresser. Peut-être un peu se dire, mais si je réussis pas d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, il y a toujours l'autre côté qui fonctionnera. Moi, je m'étais plus dit, je veux passer 100% de mon temps à pas profiter parce que c'est un peu vu comme on fait rien, mais tu vois, à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mhm. Et du coup, je pense que c'est une motivation qui m'a vraiment, suivi jusqu'à il y a pas longtemps en tout cas pour réussir à devenir, athlète à 100. Donc voilà un peu mon chemin jusqu'aujourd'hui, Parfaitement raconté. On a bien compris ton cheminement et le sens de ta démarche. Arthur, on va revenir plus particulièrement donc sur l'année 2023. On va rembobiner même un tout petit peu avant qu'on ait échangé en mars dernier. C'était quoi tes ambitions sportives là pour l'année dernière? C'était quoi les objectifs principaux que tu t'étais fixés? Est-ce que tu avais décidé de faire des choses différemment de l'année précédente? Voilà, comment tu avais abordé cette année 2023 et puis les grands rendez-vous que tu avais fixés sur lesquels on va développer un peu plus tard? et ben oui, cette année 2023, c'était un peu l'année de la redécouverte avec mon entraîneur. On s'était dit: «Bon, bah, l'année 2022, on a retrouvé, tout ce qui était plaisir, performance, Éric Lacroix, pour le citer, connaissance». ton entraîneur. Oui, Je Eric, pense pas qu'on le plus qu'un citer. entraîneur, c'est mon Partenaire. mon ami Hmm. maintenant, ouais, c'est ça, exactement. Avec qui on a un peu une relation, vraiment enfin, très proche. On n'a pas besoin de forcément savoir au téléphone souvent pour qu'on se comprenne, en termes d'entraînement en tout cas et de suivi. C'est assez fluide et c'est idéal pour moi. Donc, l'année 2022, on s'était dit: «Bon, bah, on retrouve plaisir plus performance». J'apprends à me reconnaître, à savoir où placer les curseurs de l'effort, ce genre de choses. Et 2023, vu que ça s'était quand même bien passé, on avait dit: «Bah, pour aller de l'avant, maintenant, faut un peu sortir de cette zone dans laquelle on est parce que sinon on va stagner». Donc, j'avais prévu en avril pour le premier objectif de ma saison, alors que normalement le premier objectif, je le place plus en juin et une première course de préparation en avril, justement. Là, on avait décalé quand même plus tôt, donc ce qui fait que j'ai fait très peu de ski, l'an dernier. Ça m'a un petit peu manqué. Mais par contre, ça a été très bien parce que j'ai fait la Transgran Canaria, justement en février pour préparer la course en avril, qui était, Istria by UTMB, un 100 miles, où là, on s'est clairement dit: «Double objectif». Premier, bah, prendre ma qualification pour l'UTMB parce que parce que j'avais pas de points. L'UTMB 2022 ne donnant pas accès à l'UTMB 2023. Donc ça, c'était l'objectif, quand même principal, de se qualifier, donc top 3, tu vois? Un bel objectif. Et en deuxième objectif, on avait dit: «C'est quand même pas, une course relevée comme l'UTMB, donc il y a quelque chose à faire et s'il y a quelque chose à faire, c'est, aller se découvrir». Il me dit, «Quitte à partir trop vite, vraiment fais-toi confiance, tu pars». Jouer avec les limites. Heu, exactement. Tu vas jouer avec tes limites. Tu te dis: «Mes limites sont là, bah, je suis un cran au-dessus». Voilà. Pas, 10 crans au-dessus,
parce que ça sert à rien. Mais je vais tenter un petit peu plus, quitte à finir comme j'ai fini d'ailleurs. Vraiment, alors avec du plaisir, hein, mais je pouvais plus avancer. Franchement, le corps avait dit stop, mais c'était super chouette. Donc, Sur un donc parcours qui est pas peut-être tout à fait idéal pour toi, pas tout à fait adapté en ah non, plus. en plus, alors c'était bien d'ailleurs de travailler là-dessus. Ça ressemble un peu à l'UTMB en plus plat, mais tu vois, c'est pas une diagonale des fous du tout, où je serais plus, en tout cas, en harmonie avec le parcours. Donc là, c'était un très beau début de saison 2023 qui m'a, je pense, beaucoup apporté en termes de confiance en moi. Je me souviens qu'après la course, il m'avait dit, Eric, bon, tu vois que t'es pas un manche sur le plat avec tes grosses cuisses. On te dit que t'es fait pour le dénivelé. Finalement, tu fais troisième, tu fais 100 km avec Jim. Et ça, les mots ont un gros impact. Tu te mets une vraie confiance en toi. Donc ça m'a aidé pour bâtir l'UTMB, qui était le deuxième objectif, clairement, de l'année, hein. Entre-temps, j'ai fait des courses un peu plus plaisir. Moi, je me suis retrouvé dans les parcours comme Andorre, très montagneux, voilà. Et puis ben UTMB, hein, deuxième gros objectif. Alors cette année, c'était forcément au fond de moi, j'aurais aimé faire un podium top 3. Ça, c'est le rêve. Mais l'objectif numéro un de l'UTMB, c'était quand même de confirmer un niveau et donc, globalement, ça donne un top 10 sur l'UTMB. Donc, je m'étais dit, bah, si je refais comme l'an dernier, ou une demi-heure de moins, hein, ça c'était l'idéal, ça serait juste génial parce que ça me montrerait que j'ai pas eu un coup de chance l'an dernier où tout s'est bien passé, la nutrition, pas de bobo, pas de, tu vois, de trop, trop gros coups de mou. Et ça, j'en avais peut-être besoin. Ça m'a montré que j'étais quand même assez carré sur les courses. Quand je planifie quelque chose en objectif, je fais attention au plus de paramètres possibles. Et du coup, tu vois, ça a terminé avec une course qui aurait pu être, je pense, splendide et qui a été au final très belle. Voilà, tu vois, c'est un peu le résumé de mon UTMB. On va y revenir un petit peu plus tard. Je reviens juste sur Istria, Arthur. Donc, tu as fini deuxième de la course, derrière Jim. Donc, c'était une très jolie performance au plus haut niveau. Est-ce que ça a été aussi pour toi un palier ou un marqueur psychologique fort qui d'un seul coup, te positionnait, toi, de façon pleinement assumée et confiante en haut de l'échiquier international avec l'élite des coureurs? Est-ce que c'est une performance qui a aussi peut-être permis de t'aider à te sentir légitime à ce niveau-là auprès des plus grands? Ou est-ce que c'était déjà, au regard de tes performances, déjà bien remarqué précédemment, un chemin que tu avais déjà bien entrepris? Alors, en fait, oui, ça a confirmé, mais non, c'est pas ce qui a vraiment déclenché ça. Parce que après l'UTMB 2022, c'était un gros sujet avec Eric, mon entraîneur. En fait, il m'a dit, bon, maintenant, il y a un blocage qui est normal, c'est la loi du plus fort dans ta tête. Tu vois, on dit qu'un tel gagne. Et, par exemple, je te prends l'exemple de François Daen, l'UTMB 2022 ou 21 ou ce qu'on veut, hein. S'il y a François, on suit François. S'il y a Kylian, on Hmm. suit Kylian, on le double pas. Mais en fait, là, on parle plus que de soi. Ça veut dire qu'on regarde les autres. Et finalement, c'est pas la solution. Donc Eric m'avait dit, fais comme si vraiment tu courais tout seul avec tes propres sensations. Et si tu doubles un tel, c'est peut-être que lui, ça va pas au début, ça ira mieux après. Et donc Istria, c'était vraiment en fait, bah, la preuve, c'est que je suis parti devant Jim. Sauf que c'est un parcours absolument pour lui, pas tellement pour moi. Et je me suis à aucun moment dit, tu pars trop vite parce que Jim est derrière. Tu fais ça, c'est pas bien, tu vas te le. Non, pas du tout. Donc, au final, on a couru ensemble 100 km, on a même pu discuter. Ça a été un moment génial pour moi. Je sais pas pour lui, mais voilà, on a bien, bien partagé. Et après Istria, ça a été, quand je te dis oui, c'est que finalement, ça a validé. Je me suis dit, mais en fait, oui, pourquoi je regardais les autres en me disant, contiens-toi ou alors fais comme eux. Non, toute l'année C'est plutôt avec. décomplexé alors le terme, plutôt que légitimé, ce serait ça, la notion? Bah, peut-être un petit peu, ouais. Parce que je pense que pas mal d'athlètes, ils se complexent en se disant, bon, bah, de toute façon, là, moi, j'aimerais, mais bah, non, je vais pas le faire parce que s'il le fait pas, il est meilleur que moi, donc je vais le suivre, tu vois? Alors que chacun, hein, sur un 100 miles, a ses propres rythmes. Finalement, vaut mieux s'écouter, soi que de regarder les autres, je pense. Donc, ça a quand même bien validé ça. Et maintenant, la preuve est que sur l'UTMB 2023, je suis parti, mais comme si j'étais tout seul en compétition, bien sûr, tu vois, à donner le maximum, à être le plus carré possible. Mais ce qui fait que je crois que je passe bah, 20e au col de Vosa.
parce qu'en montée, j'avais pas d'hyper bonnes sensations au début. Et par contre, en descente, je laisse défiler et en une descente, je me retrouve deuxième. Et Mathieu, qui m'avait vu passer après la course, me dit: «Mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait une mission kamikaze, tu voulais te flinguer les jambes?» Et je lui dis: «Bah non, en fait, je me suis vraiment écouté moi et ça allait très bien en descente. Plutôt que de freiner et de me faire mal, aux cuisses, j'ai laissé dérouler». Et il me dit: «Ah ouais, bah OK, finalement», enfin, tu vois, il a compris le fonctionnement, quoi. Ce qui est la preuve de, s'écouter soi et pas trop regarder les autres. À l'inverse, quand ils te doublent, faut pas non plus, te dire: «Ça va pas, je vais être nul». C'est: «Moi, j'ai mes qualités, j'ai mes, on va dire défauts sur cette course, à tel instant. Je vais concocter avec tout ça et au final, ça peut donner quelque chose de sympa quand même à l'arrivée». Est-ce qu'on peut dire là que ton passage à Saint-Gervais au kilomètre 21 en deuxième place est un des plus grands moments en course, si ce n'est le plus grand? Ah oui, au niveau des émotionnel, actuellement, c'est le souvenir qui est gravé en moi, tu vois? Et qui me peut-être donne beaucoup de force sur les, entraînements et j'espère les futures compétitions. C'est j'ai envie de revivre ça. Quand tu passes premier français sur l'UTMB dans un village, plein de monde, avant Très la bien nuit en reçu. plus. Oh là là, Ouais, j'y c'est étais, comme, c'était beau, ouais. pour moi, c'était comme, gagner enfin, je dis ça, j'ai pas gagné l'UTMB. C'était comme, gagner quelque chose. Niveau interne, j'ai juste, volé, de l'entrée de Saint-Gervais jusqu'à la sortie et ces gens qui t'acclament, c'était juste incroyable, incroyable. Pour revenir sur l'avant-course, l'UTMB, tu me l'as dit quand on a préparé cet échange, c'est un environnement dans lequel tu te sens très bien. Finalement, tu ressens assez peu la pression, peut-être contrairement à certains autres coureurs. Toi, tu es toujours dans une optique hyper positive sur ce que cette course promet. Tu avais fini septième l'année précédente, en 2022. Qu'est-ce que ça a changé en fait là de revenir sur cette UTMB cette année-là? Est-ce que par la force des choses, tu avais quand même toi plus d'attentes juste pour toi-même sur cette nouvelle édition? Parce que quand on a une septième place et que voilà, tu avais quand même éclaté au grand jour à ce moment-là aux yeux de pas mal de monde, est-ce que ça peut biaiser aussi ton approche et l'espèce de sérénité que tu as habituellement face à cette course? Est-ce que ça a pu être une certaine forme de surpression ou plutôt juste une surmotivation? Non, alors, moi, ça a été globalement que du positif. En fait, comme tu dis, sur l'UTMB, je me suis toujours senti, à la maison, un petit peu. C'est vraiment la course où c'est une période de l'année où, en général, je suis en forme. Tu sais, on a des cycles, chacun a des périodes de l'année. Moi, par exemple, octobre-novembre, je suis pas bien. Bon, bah, moi, je sais que fin août, en général, j'ai un beau pic de forme. J'ai envie de courir, j'ai envie de passer des nuits dehors, donc ce qui m'apporte beaucoup de sérénité sur l'UTMB. Deuxièmement, bah, la pression, on peut pas dire qu'on n'a pas de stress. Tout le monde a du stress et il en faut, mais moi, il est que positif sur l'UTMB. Je me dis, en fait, c'est le moment de l'année où je vais pouvoir juger vraiment mon niveau par rapport aux autres. Et là, pour le coup, il faut le dire, c'est que tu peux te comparer aux autres parce que, il y a un vrai niveau, il y a toujours un niveau de fou sur l'UTMB. Moi, j'adore ça, me dire que: «Ah bah, je vais faire ce que je sais faire actuellement et on verra». Du coup, quand tu te dis ça, tu peux pas tellement te mettre une pression négative parce que si tu sais que tu vas faire ce que tu sais faire, finalement, si les autres sont meilleurs, ils seront devant et puis si tu es meilleur que les autres, tu verras à la fin ton niveau. C'est très bien, ça va te permettre de te juger et donc ça m'apporte beaucoup de sérénité et de calme. Après voilà, il y a quand même, Justine qui filtre beaucoup, les demandes, tu vois, d'interviews, de choses comme ça qui peuvent par contre vite apporter un peu de stress parce qu'on va te parler de: «Alors, cette année, vous allez gagner» ou enfin, 2e français, tout ça et là tu te dis: «Ouh là, les gens attendent beaucoup de moi» et ça, faut peut-être pas trop se le dire, faut rester un peu dans sa bulle de: «Bah, moi je vais faire ce que j'ai envie de faire, mais les gens, ils vont être contents si, tu vois, je fais bien». Mais si je fais mal, faut pas se dire qu'ils vont pas être contents, sinon là tu stresses. Donc non, ça me permet en fait de passer un super moment et de à la fin être content parce que, si tu veux, je suis pas déçu du résultat. Je me dis toujours: «On peut faire mieux». 9e place, mais tu as mis moins de temps que l'année précédente, 4 minutes de moins, C'est ça et puis 21h31. l'objectif était différent, tu vois? Je me suis dit: «Bon, bah, l'année dernière, j'ai fait quelque chose de super», enfin, je trouvais ça très bien. J'ai géré presque de A à Z la course, ma course. Cette année, j'ai quand même pris plus de risques, tu vois? Je savais avec Istria, je pouvais aller plus vite sur le plat, je pouvais, descendre un peu plus fort. Donc ce qui fait que je me retrouve quand même je crois que c'est à Champé, à jouer, aux portes du top 3 en étant deuxième français avec, Germain, quand même un bon pote, devant. Je t'avoue que j'ai même rêvé
Et ça, c'est beau, c'est le sport qui permet ça. Mais t'as pas gagné la course, mais il y a peut-être 4 5 heures où j'ai rêvé d'un scénario, Germain qui gagne, moi deuxième, deux Français, les deux Américains qui se battent trop devant et qui lâchent. Ça aurait pu être magique. Bon, les choses ont fait que derrière, il y avait d'autres Français monstrueux aussi, hein, les copains qui ont poussé et qui sont revenus. Donc voilà, j'étais très content. Donc bilan très positif, qui donne Ouais. envie encore plus d'y retourner. C'est ton maître étalon pour l'année à chaque fois, l'UTMB? Alors oui, je vais y retourner cette année parce que je pense et d'ailleurs il faut être honnête, je suis sûr que je peux faire mieux, en tout cas mieux gérer. Il y a toujours des paramètres, peut-être pas physiques, mais mentaux à un peu bouger à certains moments pour passer un cap. Donc je vais y retourner parce que voilà, j'ai encore envie de juger mon niveau, sur cette course. Mais après, j'ai quand même envie de pendant 4 5 ans, d'aller sur la Diagonale des Fous et je sais que je peux pas faire les 2 parce que je m'entraîne trop toute l'année, qui fait que j'arrive sur l'UTMB, c'est un pic de forme, mais après l'UTMB, j'en ai quand même beaucoup dans les baskets et j'ai besoin de repos et j'ai déjà fait l'enchaînement, pour le coup, je prenais moins de plaisir donc oui, l'UTMB, mais je dis pas que si je réussis cette année, pendant 3 4 ans, je vais aller plus, sur l'île de la Réunion tenter quelque chose. On parle de la suite de ta saison. Effectivement, c'est un questionnement où en général on clôture, enfin en tout cas, un certain nombre d'athlètes clôturent la saison autour de l'UTMB. Toi, tu t'es accordé une petite extra ball au Templier. Le piège, j'allais dire, c'est de ne pas tomber dans une quête de performance qui est par définition quasi impossible à atteindre au regard de l'engagement que tu as pu mettre dans l'UTMB. Bah, c'est ça et alors autant, je pense que tous les athlètes, individuellement, si on leur pose la question chez eux, ils vont répondre: «Bah oui, je j'ai pas réussi, à gagner toutes mes courses, mais par contre, je suis très content d'avoir fini telle ou telle course». Par contre, si tu demandes au public, et c'est normal, hein, ceux qui nous suivent, ils vont dire: «Ouah, il a raté cette course et cette course dans sa saison. Alors oui, il a gagné telle ou telle course» et ils se rendent pas compte que, comme tu dis, après un objectif, en tout cas personnellement, moi j'aime beaucoup participer à des compétitions, mais pas pour gagner. Tu vois, les Templiers, ma saison était pleine et je voulais juste refaire cette course des Templiers qui, je trouve, est superbe avec un festival vraiment lié au trail, nature, tu vois, c'est un peu l'essence du trail en France. Voilà. Donc juste se donner à fond, mais le résultat, en fait, c'est juste de passer un bon moment. Donc ouais, non, non, moi j'ai fait le festival, je t'avoue que 2 semaines avant, je savais même pas si j'allais courir, hein. J'allais y aller, mais peut-être en rando course, et puis finalement j'ai pris le dossard et c'était un super moment et pour te dire, je sais même pas quelle place j'ai fait, finalement sur le festival. Donc J'ai l'info si heu, tu veux. donc juste Bah, plaisir. Ah ouais? c'était pas l'objet. Alors Non, non, c'est... je sais que je finis devant, mon pote Hugo Ferrari Ok. et que c'était bien sympa aussi de se friter entre copains, sans jouer la gagne, c'était fun. Ouais, 33e, c'était ça ta position, mais Ah c'était, voilà, c'était pas, de tu toute vois? façon pas l'objet. Arthur, ton année, elle a été très dense, parce qu'on a parlé là des grands rendez-vous. Il y a ton trail chouchou, qui est le trail de la Rosière au mois de juillet, le Montre Trail, le Red Light Trail Festival, le Trail sans Andorre, tu nous en as parlé aussi. 1000 heures d'entraînement, accessoirement aussi, de quoi s'occuper. Je vais te demander de faire un petit bilan de l'année 2023, mais façon conseil de classe. L'idée, c'est à la fois tu peux me parler de course, mais tu peux aussi me parler de choses plus de ressenti, enfin tu vois, d'accomplissement, de sentiments sur ton année. Tu vois, donc ça peut être, je sais pas quoi, ma qualité d'entraînement, mon état d'esprit, ou ça peut être ma performance sur telle ou telle chose. Voilà, bref. Il y a 4 catégories, comme si on était à notre conseil de classe. Donc l'excellence, les félicitations, les encouragements et puis la mise en garde. Alors le vrai nom c'est la mise en garde pour conduite, mais je pense que tu as eu un comportement irréprochable toute l'année. Donc voilà, si on devait attribuer un peu sur cette année 2023, le petit élément de mise en garde, ce serait quoi si on commence par le bas de la pyramide? Ah bah, clairement, il est facile celui-là, ce serait ne pas trop en faire. Ok, Parce que tu vois, je sais très bien qu'un jour comme aujourd'hui, où il fait grand soleil, il y a la neige, si j'ai 2 3 heures d'entraînement, je suis tout seul, ça peut vite glisser sur, 5 6. ok. Voilà. Donc dans Après quand je l'entraînement suis en plus que dans groupe, le c'est volume de différent. course? C'est les deux? C'est aussi le nombre de dossards ou Bah, c'est globalement sur la place de l'entraînement? non, le nombre de dossards, ça y est, c'est quand même bien c'est quelque chose que j'ai, accepté. Je réduis même d'année en année. Pourtant, tu vois, mon volume d'heures d'entraînement augmente. J'ai jamais fait, auparavant 1000 heures, d'entraînement et 500 je suis à plus de 500 000 mètres de dénivelé. C'est la première année que je fais ça. Par contre, c'est aussi l'année où je fais le moins de courses. Alors ça en reste beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est moins de courses. Donc non, non, c'est vraiment au quotidien, hein, attention,
Enfin, c'est bien ce que je fais, je pense, mais il faut pas que ça aille trop loin. Les encouragements, des choses qui promettent, des choses que tu entrevois et qui sont annonciatrices du meilleur si tu fais les choses comme il faut, si tu les travailles, développes comme il faut. Bah, les encouragements, je pense, c'est sur le travail mental qu'avant je négligeais, je m'y intéressais même pas forcément. Tu vois, je disais souvent, «Oh depuis l'échappée belle, moi mentalement, plus rien ne peut m'arriver. Je prends le départ, j'arrive au bout, sauf une blessure». Mais en fait, maintenant, on commence à travailler sur des moments de course où le mental peut t'aider à, sur ce moment-là, aller plus vite, ne pas relâcher, pas aller dans ce petit, des craintes de faiblesse de, bah, finalement, je vais ralentir parce que je suis bien dans cette zone. Non, non, on peut aller plus loin. Et là, on le travaille, quand même souvent à l'entraînement et surtout sur du spécifique, avant l'UTMB. Donc, encouragement là-dessus. Les félicitations. Félicitations sur, le le côté assidu. Il peut faire n'importe quelle météo, il peut faire, en fait, si j'ai décidé d'aller m'entraîner parce que j'en ai envie, je vais le faire. Je vais trouver le moment, il y a des fois, je suis fatigué, mais j'y vais quand même et je sais que ça me procure beaucoup de bien-être au final. Donc, là-dessus, ouais, non, quand il faut alors faut le «il faut», faut pas trop le dire. Parce que c'est en plus, c'est pas vrai, tu vois? Je me force pas, mais c'est plus, félicitations, sur, punaise, tu arrives à avoir envie sur chaque sortie et ça, c'est vraiment chouette, je trouve. L'excellence. L'excellence. Dur de s'accorder ça. Ouais, je alors même si bah, tiens, je dirais, grâce à Eric justement, qu'aujourd'hui et je pars de très loin, hein, je me permets de dire que, j'ai tel niveau, je suis fort, je m'entraîne beaucoup, je performe. Quand je prends le départ d'une compétition, rien que ce mardi à la Rosière pour une montée sèche, je veux gagner. Tu vois? Je veux être devant parce que ça procure des bonnes sensations. Je vais dire excellence sur ça, c'est l'état d'esprit que j'ai réussi à changer et à accepter. Parce qu'en fait, quand on dit: «Je veux gagner», quand on dit: «Je suis fort», j'étais le premier à dire: «Mais ça va pas lui comme il se la pète», tu vois? Non mais, Mhm. tu vois? Edgar Gros-Piron avant une descente de ski de boss qui dit: «Mais moi de toute façon je vais être champion du monde». Ça avait fait polémique, les gens avaient dit: «Mais il se prend pour qui?» tout ça. Et en fait, je vais te dire, que pour gagner, il faut accepter de s'autoriser de gagner, en fait. Et je pars de très loin, hein. Moi, j'étais le premier à dire, quand on me disait: «Oh bravo pour, telle course et tout», je savais même pas quoi répondre. Je voulais direct esquiver le sujet et dire: «Et toi, tu as fait quelle course cette saison? Bravo», et j'osais pas du tout parce que pour moi, d'une, c'était vu comme je vais me la péter. Je vais dire: «Ouais, tu as vu, ouais, je suis super content, j'ai fait un top 10 à l'UTMB 2 fois, c'est trop bien». Et en même temps, bah, je me mettais une barrière parce que comme j'en étais intimement convaincu, bah, sur l'UTMB de l'année d'après, bah, j'allais pas me mettre devant. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et Je vertueux pense qu'il aussi. faut le faire bien, Si on le mais voit positivement, voilà. ça peut créer Oui, aussi une belle oui, oui, dynamique. voilà. Merci beaucoup Arthur. Avant qu'on ouvre le chapitre de 2024, j'ai une dernière question pour toi sur cette année 2023. L'image que tu en retiens plus comme spectateur, donc que ce soit sur place ou derrière un écran, est-ce qu'il y a un moment de l'année qui t'a particulièrement fait vibrer? Je ne sais pas, Courtenay à l'UTMB, les championnats du monde où l'équipe de France a brillé ou toute autre chose, peut-être dans un registre plus perso. Voilà. En tant que spectateur, qu'est-ce qui a été aussi marquant pour toi cette année? Ouais, il y a surtout un moment que je retiens, après peut-être parce que je l'ai vécu de l'intérieur, mais c'est vraiment, cet engouement qu'il y a pour l'ultra trail. En fait, en 3 ans, depuis la 3e place que j'avais fait à la TDS, donc 2021, depuis ce moment-là, je vois que ça a explosé en termes de spectateurs, en termes de ferveur, de suivi. Les gens commencent à comprendre ce que c'est que l'ultra trail. C'est pas juste on part, d'un endroit, on fait 170 kilomètres, on arrive au bout, waouh, c'est long, c'est dur. Non, ils commencent à comprendre, je pense que c'est une vie un peu, courte qu'on vit tous et ils ont tous envie de participer à ça. Je vois dans mon entourage, tu vois, ils veulent tous venir sur l'UTMB, faire le suivi de l'UTMB. C'est pas se poster à un point pour nous voir passer, c'est ils veulent vivre un peu ce que c'est que l'ultra trail. Et là-dessus, je trouve ça juste génial pour notre sport que les gens aient compris un peu l'essence de notre pratique. C'est pas juste, voilà, on veut être plus fort que les autres et traverser la Corse, en une fois parce que, on pourra dire: «Je l'ai fait en une fois». C'est plus vivre des choses, que tu vivras pas si tu le fais en 4 jours et ça s'est vu sur l'UTMB, le nombre de gens qui sont venus, la nuit,
avant qu'on parte sur le col du Bonhomme, tu vois. Enfin, c'était à Notre-Dame de la Gorge, Un délire. incroyable. Le virage Courtenay, ils sont pas venus que pour Courtenay, finalement, tu vois? Ils sont restés, beaucoup plus longtemps que prévu. Bah, j'espère que les années, à venir seront, peut-être pas exponentielles parce que, bah, voilà, faut du temps aussi, pour que les choses se fassent bien et que ça reste, bien cadré. Mais si ça peut encore un petit peu augmenter, moi ça me va, hein, on partage encore plus. Ça a été une belle ferveur, effectivement. C'était Ouais, incroyable. ouais. Arthur, comment il se passe là, ton hiver jusqu'à maintenant? J'ai cru comprendre que tu laissais un peu plus de place au ski de rando pour ton plus grand plaisir là sur ces dernières semaines. Ouais, je pense que j'en avais besoin quand même, après cette saison, c'était la plus grosse saison à pied que j'ai fait depuis, que j'ai commencé, hein. Normalement en février, je cours pas beaucoup. Là, j'avais quasi on a fait l'état des lieux depuis les mondiaux, l'an dernier, donc novembre en 2022, ouais. Thaïlande, ouais, j'avais pas eu de coupure de compétition et de challenge à pied. Donc là, j'avais vraiment ce besoin. En plus, on est à La Rosière, donc station de ski. Je m'y retrouve vraiment là dans la coupure. Je continue 2 fois par semaine de courir, parce que j'aime bien. Mais le reste du temps, c'est ski. Je participe à pas mal de compétitions d'individuels ou au duo que je connais dans des massifs comme Beldon ou même la Tarentaise, parce que vraiment, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc j'espère que ça fera déjà du volume en dénivelé. J'en ai déjà 3 fois plus que l'hiver dernier, ce qui est bien pour l'ultra, hein, je pense quand même que ça fait une grosse base d'endurance. Tu travailles beaucoup en zone 2, zone 3 en ski de rando. Ça a beaucoup aidé, je crois, à Germain sur l'année précédente. Germain Granger, il avait beaucoup fait le focus sur le ski. Et on voit la saison qu'il fait derrière. Oui, oui, tu vois, voilà, il fait une très belle saison, hein. Mm. C'est pas de choc, mais en même temps, tu es haut en altitude. Tu simules un effort de montée type ultra parce que tu as les bâtons. Et en 4 heures, tu fais un dénivelé que tu ferais en 7 en courant. Donc voilà, je vais essayer d'aller jusqu'à mi-mars avec la Pyramenta. Ça, c'est un événement un petit peu comme l'UTMB du ski alpinisme. Et puis après, petit à petit, remettre les dossards à pied parce que j'aime quand même bien en mars me dire que ça y est, quoi. On y retourne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là justement sur 2024 que tu nous ai pas déjà dit sur ton planning? Qu'est-ce qui est confirmé à ce stade? Bah écoute, 2 choses qui se confirment. L'envie de retourner sur l'UTMB au moins une dernière fois. Pour le coup, peut-être, pas confirmée, mais tu vois, aller, au fight avec moi-même. Me dire que maintenant ça fait 2 ans que je trouve des points à améliorer. Là, je veux plus avoir d'excuses à la fin sur moi-même en disant, «Ouais, tu peux faire mieux», tu vois? Là, j'ai envie de me dire: «Je pouvais pas faire mieux». Donc je sais pas si ça se fera, mais j'ai envie de ça. Et deuxième point, bah, réduire encore, pas de beaucoup, mais d'1 ou 2 les dossards, surtout sur les courses assez longues, celles que j'aime le plus. Tu vois? Je fais quand même beaucoup de courses entre 60 et 80, 100 kilomètres. Donc là, j'en ai enlevé 2 et puis, on verra si j'arrive avec un petit peu plus de fraîcheur. Je pense qu'il en manque pas beaucoup, mais sur l'UTMB. Mais par contre, avec toujours ce bagage de confiance, avec une ou 2 grandes courses avant. Parce que c'est pareil, si tu arrives trop frais, mais que tu as pas fait de longues courses, il y a cet inconnu. Tu le premier ultra trail de l'année, où tu te dis: «Mais attends, comment on fait pour courir, plus de 100 kilomètres? Moi, je sais plus faire». Donc voilà, ce double enjeu de un peu moins de dossard et peut-être, plus de maîtrise, sur, les 2 objectifs principaux que je vais avoir. Tu as parlé là tout à l'heure des championnats du monde en Thaïlande où tu as représenté la France. Je crois que enfin, ça avait beaucoup de sens et beaucoup d'importance pour toi. Est-ce que c'est encore une aspiration que tu gardes en tête? Alors, visiblement pas pour cette année au regard de ton calendrier, mais est-ce que enfin, tu te rêves encore en bleu, blanc, rouge là dans les saisons à venir? Alors, l'équipe de France, c'est pour moi le Graal. Si je pouvais représenter mon pays, je re-signerais, mais tout de suite, faut même pas me demander 5 minutes de réflexion. Le gros souci, c'est que là-dessus, Adrien Ségury, il fait beaucoup de travail. Il passe énormément de temps à essayer de faire comprendre à la fédération que, bah, le trail long, c'est du vrai long. Il faut que ce soit un ultra. Les qualifications, il faut qu'elles collent avec les championnats du monde. Et l'année prochaine, je croise les doigts pour que je puisse reparticiper aux sélections et me requalifier parce que globalement, la sélection se fera sur un parcours assez similaire aux championnats du monde qui seront très alpins, assez longs, enfin avec du gros dénivelé.
2025, je croise les doigts pour y être. 2024, je sais juste que c'est pas possible. Et j'en ai parlé avec Adrien en Corse quand on s'est vu. Les qualifications, c'est sur, pour moi, un format court et plat. Ce serait me tirer une balle dans le pied sur ma saison en étant intelligent. Tu vois, faut savoir que si t'es pas coureur de marathon, tu feras pas de 12 au marathon parce que même si tu t'entraînes fort pendant 6 mois, tu y arriveras pas. Il faudra plusieurs années. Donc voilà, j'ai pas envie et je pense que l'année dernière, ça a été enfin cette saison passée, ça a été le cas. J'ai bien fait de pas tenter, alors que j'en rêvais, hein, mais j'aurais pas été pris. Il y a des gars qui tournent beaucoup plus vite que moi sur des 60 km avec 2000 de dénivelé. J'aurais pas eu ma place, quoi. L'histoire n'est pas terminée, en tout cas, on te le souhaite et on nous le Non. souhaite. J'ai une quasi-dernière question pour toi, Arthur. Ta saison 2024, elle sera réussie si quoi? Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir te dire pour considérer qu'elle est réussie? Alors, ambitieusement, si je gagne l'UTMB, Mhm. non. Ça, c'est mon rêve ultime. Donc, un jour, j'espère pouvoir dire, bah, ça y est, hein, j'ai réussi ça. Mais non, elle sera réussie si je maîtrise les leviers qui étaient défaillants cette saison. Tu vois, ça va être euh, perte de confiance en moi aux 2 tiers d'une course. Ne plus arriver à se focaliser sur uniquement moi quand je vois passer les copains qui me doublent, type Ludo et Mathieu sur l'UTMB, me dire retomber dans des retranchements d'il y a 2 3 ans avec la fatigue, tu vois, c'est normal, mais voilà, c'est peut-être intérioriser des mécanismes qu'on met en place avec Eric tout au long d'une course, même avec la fatigue, que ça devienne des schémas vraiment automatiques. Donc franchement, si je réussis ça sur les 2 ultras, 2 3 ultras de ma saison, je pourrais dire qu'elle sera réussie et que 2025 sera sûrement encore plus intéressant en termes de course. On croise les doigts pour ça, Arthur. Ouais. Dernière question, c'est un petit rappel sur notre précédent échange. Le motto de la fin que tu avais cité à l'époque, c'était derrière chaque problème, il y a toujours une opportunité. Est-ce que tu es toujours en adéquation avec cette vision? Est-ce que si je te posais la question, ce serait encore aujourd'hui ton motto de la fin? Ah, oui, parce que c'est quand même une façon de voir la vie. Je pense aussi que le fait d'être souvent en montagne tout seul, ou en tout cas en extérieur, ça amène très vite à avoir quasi quotidiennement cette phrase qui revient, parce que tu peux compter pas sur grand-chose, tu vois, quand tu es au milieu d'une face enneigée et qu'il fait froid, qu'il y a du vent, qui fait -10. En fait, il y a une solution, c'est de toute façon, faut redescendre à la maison. Tu vas pas appeler quelqu'un qui va venir avec sa voiture te chercher, te mettre au chaud. Tu vas pas appeler le PGHM en hélico. Enfin, ça, ce serait, tu vois, un peu l'extrême. Donc, il y a des solutions. J'analyse. On peut redescendre. Par là, c'est moins risqué. Par là, ça se fait. Bref. Et en fait, quotidiennement, tu trouves que on se met quand même beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés assez facilement si on se dit, attends, c'est un petit problème parce je peux faire ça et ça pour y échapper. Donc, ouais, non, ça m'aide beaucoup, hein, même sur les entraînements, tu vois, tout bêtement. Encore hier à Grenoble, je faisais mes intensités. Bon, il faisait super chaud. Et j'ai pas l'habitude actuellement qu'il fasse 15 degrés. Et sur le moment, je me dis, mince, bah là c'est foutu, les intensités, j'y arriverai pas. Et ben en fait, je me suis dit, non, mais attends, on s'en fout. Fais au ressenti d'effort. Ton ressenti, il sera à 8 sur 10, tu vas pas avancer. Mais la solution, c'est juste de te concentrer sur toi. Et tu seras content à la fin. Donc, ouais, non, je vais garder On la même change pas un phrase. moto qui gagne. Ouais, exactement. Merci beaucoup Arthur d'être revenu avec nous sur cette flamboyante année 2023 pour toi. C'est toujours le même plaisir d'échanger avec toi et puis de constater l'optimisme, la passion et l'engagement dont tu fais preuve et avec lequel tu embrasses notre si belle discipline. Je te souhaite que 2024 t'apporte tout ce que tu peux espérer. Je me réjouis aussi à l'idée de te croiser sur les bords de sentier ou idéalement aussi à proximité d'un podium. En tout cas, je te le souhaite. Merci pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah écoute, merci à toi de participer aussi à mettre en avant notre sport, hein. Je pense que les podcasts aujourd'hui, il y a bon nombre de coureurs qui les écoutent en s'entraînant. Moi, j'ai des retours là-dessus sur Instagram. Et d'autres personnes plus comme moi qui les écoutent. Alors, sur Home Trainer, Ok. je les écoute beaucoup. Et en voiture. Franchement, Tous les moyens sont bons. ça permet de faire. Ouais, Tu voilà. serais en Donc, parapente et que tu les merci à toi. écouterais, ce serait aussi un plaisir. Merci beaucoup Arthur, c'était génial. À très vite. À plus. Salut. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.